Bonjour à tous. Dans cet exercice, je vais corriger l'exercice numéro 5 du TD de physique 12. Donc dans cet exercice, que nous avons commencé en cours, vous aviez donc un récipient de volume V1, contenant un soluté à la concentration C1, un volume V2 d'un récipient, contenant le même soluté à la concentration C2 qui était plus faible et entre les 2 un tuyau poreux qu'on assimilait à un cylindre de longueur grand L et de rayon grand R, au travers desquels les molécules de soluté donc pouvaient diffuser, pour aller rejoindre le volume V2. On se place donc en régime stationnaire, alors non, pas du tout, on ne dit pas ça. On vous dit qu'il s'établit un flux molaire donc en mol par seconde, selon l'axe X avec un coefficient de diffusion grand D. Heu, alors l'expression de la loi de Fick, qui fait apparaître les grandeurs phi, m, d, r et c, est donnée dans le corrigé ici. Alors dans le cours, on n'avait pas vu le flux molaire, on a vu le flux tout court, donc le flux de particules. C'était une en par seconde puisque les particules, les molécules n'ont pas d'unité en soi. Là, il y a des moles par seconde comme le précise l'énoncé. Donc c'est une loi qui est totalement similaire. Moins ds dans le cours, c'était du dn sur dx, dn étoile d'ailleurs, la densité volumique de particules qui était en par mètre cube. La, la seule chose ici qu'on va rajouter, c'est des moles. Si on veut des moles par mètre cube, c'est l'unité d'une concentration. Donc la formule qui est ici est la même que dans le cours, si ce n'est que là, c'est un flux molaire en mol par seconde. Et ici, donc, un C qui prend la place de la densité volumique de particules, de manière à être homogène à gauche et à droite en termes d'unité. Cette surface, c'est quoi? C'est la surface, je vais peut-être dessiner ça ici, c'est la surface au travers de notre cylindre. Donc la surface vient d'un petit cercle au travers de laquelle diffusent les molécules. Les molécules passent au travers de cette paroi imaginaire, cette surface qui a la forme d'un cercle, d'un disque de rayon grand R. Et la surface d'un disque de rayon grand R, c'est évidemment pi fois grand R au carré. Donc l'expression serait moins d fois pi r carré fois dc sur dx. Question numéro 2. On vous demandait de calculer le temps caractéristique taux associé à la diffusion de notre soluté dans le tuyau poreux. Ce tuyau poreux fait une longueur qui fait grand L. Ensuite, on connaît le coefficient de diffusion grand D et on cherche un temps caractéristique. Donc, on a vu déjà à plusieurs reprises qu'on pouvait l'obtenir par cette formule taux égale L carré sur D, L étant la longueur du tuyau et D la densité et le coefficient de diffusion de notre espèce. L en mètres, D en mètres carrés par seconde, et on constate qu'effectivement, ça fait des mètres carrés au numérateur, des mètres carrés par seconde au dénominateur. Ça fait donc des inverses de par seconde, donc des secondes. On obtient bien un temps qui est en secondes, qui vaut 3 10 puissance 6 secondes. On avait vu que c'était un temps qui était très grand. Effectivement, ça met énormément de temps si on considère qu'il n'y a que de la diffusion qui permet le passage d'un récipient à l'autre par le tuyau poreux. On vous demande dans la question numéro 3, quel est le type de régime qui a lieu ici concernant le phénomène de diffusion, sachant qu'on vous dit que l'évolution des concentrations dans les deux récipients se fait sur une durée caractéristique grand T qui est très grande devant taux. Effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Si au bout d'un moment, si au départ la concentration est très forte ici et très faible à droite, du même soluté, la diffusion va donc se faire de la gauche vers la droite et évidemment, au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, qu'il appelle grand T, eh bien, cette concentration va finir par diminuer, C1 va diminuer et C2 va augmenter. Or, le système qu'on étudie, je vous rappelle, c'est ce qui se passe dans le tuyau. Quelles sont les conditions aux limites, les conditions aux frontières du système? C'est ce qui se passe à gauche, donc dans le récipient V1, et c'est ce qui se passe à droite de notre tuyau, de notre système, donc dans le volume V2. Ces concentrations donc, ne sont pas constantes. Le nombre de particules qui est à l'intérieur n'est pas constant. À gauche, ça va diminuer, à droite, ça va augmenter du fait de la diffusion. Mais, comme on vous dit ici, cette durée d'évolution, cette diminution qu'on observe à gauche et cette augmentation qu'on va observer à droite, elle met un temps très important à se faire devant taux. Donc, on peut considérer dans ces cas-là que nos conditions frontières, aux limites, varient très peu par rapport à taux. Et donc, on n'est pas en régime stationnaire, puisqu'elles ne sont pas constantes, ces grandeurs, la quantité de matière, par exemple, de molécules à gauche, à droite, elle varie, mais elle varie tellement lentement qu'on va considérer qu'elle ne varie pas. Et donc, on n'est pas en régime stationnaire, mais en régime quasi stationnaire. Chose que j'ai dû mentionner donc ici dans votre corrigé. Le système, je l'ai bien présenté ici. Donc, les conditions imposées aux frontières du système ne sont pas constantes, mais varient très lentement par rapport au phénomène de diffusion, ce qui permet de considérer que le régime est quasi stationnaire. Donc, à partir de là, on vous demande du coup de faire un
bilan de matière, ou du moins de montrer, bilan de quantité de matière, donc là on précise quantité de matière, de raisonner avec le petit n. Alors pourquoi est-ce qu'on fait raisonner avec le petit n et pas avec le grand N, le nombre de molécules? C'est simplement parce que, on va raisonner avec un flux molaire. On a bien vu qu'il y avait des moles qui intervenaient dans l'expression du flux molaire et donc c'est pour ça qu'on va raisonner avec des petits n, mais le raisonnement est strictement le même. Donc, je vous ai mentionné ça ici, dans votre corrigé. Donc, régime donc quasi stationnaire. Donc, on va considérer donc le raisonnement est le même qu'un régime stationnaire. Pour nous, pas de difficulté. L'axe OX est celui-ci, notre cylindre est ici, la diffusion se fait de la gauche vers la droite, et notre système, c'est ce qui se fait entre x et x plus dx. Donc, le nombre de molécules, on va finalement regarder la variation du nombre de molécules dans ce système, situé entre x et x plus dx, entre deux dates, t et t plus dt. Donc, n à l'instant t plus dt moins n à l'instant t, ça c'est la variation du nombre de molécules qu'il y a à l'intérieur de notre système. Eh bien, cette variation, déjà, elle vaut 0 parce qu'on est en régime quasi stationnaire. Et d'autre part, donc c'est lié. Donc, il y a des molécules qui rentrent par la phase X, il y a des molécules qui sortent par la phase X plus dx, c'est ce que j'ai mentionné ici. Les molécules qui rentrent vont faire augmenter le nombre de molécules, évidemment, à l'intérieur du système. Celles qui en sortent vont les faire diminuer ce nombre de molécules, d'où le signe moins. Il peut y avoir de la création de molécules qui va faire augmenter le nombre de molécules à l'intérieur du système compté positivement. Il peut y avoir de la destruction de molécules, s'il y a une réaction chimique également, qui sont donc comptées négativement, ces molécules qui sont détruites par rapport à la variation qui est souhaitée. Donc ici, cette accolade vaut 0, puisque je n'ai ni création ni destruction, je n'ai pas de réaction chimique dans le système. Donc au final, je vais simplement avoir 0 à gauche égale delta n entrant moins delta n sortant. Or, je rappelle que le flux molaire, eh bien, alors le flux classiquement, c'est delta grand N sur dt, puisque c'est un nombre de molécules, donc delta grand N sur dt. Mais là, moi, je compte en mol, donc je vais marquer un delta petit n. Ce delta petit n représente un petit nombre de molécules donc, dans le système. Donc, petit nombre de molécules qui rentrent ici, par exemple, par la phase X, et delta petit n, ce serait delta petit n, donc qui sort en x plus dx, mais c'est si je m'intéresse au flux en x plus dx. J'ai juste remplacé le delta n ici par flux fois dt, sachant que le flux, j'ai bien précisé, c'était le flux en x ou le flux en x plus dx. Ici, c'est le flux en x puisque ça rentre en x. Là, c'est le flux en x plus dx puisque ça sort en x plus dx. Mais quoi qu'il arrive, je constate que les dt se simplifient, que le flux molaire en x est le même que le flux molaire. Tiens, j'oublie le petit n ici pour y rajouter. Le flux molaire en x est le même que le flux molaire en x plus dx. Et donc finalement, quelle que soit l'abscisse x que je considère sur mon schéma, le flux molaire est tout le temps le même. Donc je peux effectivement donc considérer qu'il est constant. On vous demande du coup, question suivante, dans ces conditions, donc d'en déduire une expression du flux molaire en fonction de delta C. Ah non, attendez, j'ai sauté une étape. En déduire que la concentration petit c est une fonction affine de x et trouver son expression en fonction de x, L, C1 et C2, qui sont les concentrations dans les deux récipients à gauche et à droite du système. Trouver la concentration C. Donc, on vient de trouver que ce flux molaire était donc une constante. Donc, c'est ce que j'ai mentionné ici. Le flux molaire est une constante que je note petit a. Pour l'instant, je ne sais pas ce que vaut. Je la note juste petit a. Et j'exprime ce flux molaire avec la toute première question qu'on vous avait fait trouver. Je vous rappelle que le flux molaire, on avait établi son expression à la toute première question. Moins ds, même moins d pi r carré fois dc sur dx. Donc, je réutilise cette expression. Moins d pi r carré fois dc sur dx égale a. J'isole juste mon dc sur dx, puisque moi, c'est le petit c qui m'intéresse. Hein. Là, je vais obtenir la dérivée. Hein. dc sur dx, c'est la dérivée. Je l'isole, ça va faire moins a sur d pi r carré. Et dc sur dx, on voit bien que c'est effectivement une constante ici, qui est d'ailleurs de signe négatif. Je vais intégrer par l'expression de c. On voit bien que là, il n'y a que des constantes. Petit a, grand d, pi, grand r, tout ça, ce sont des constantes. C'est comme si c'était un nombre, je sais pas, moins 15. Qu'est-ce qu'en maths on doit dériver? Qu'est-ce qu'on doit dériver pour avoir moins 15? Eh bien, on doit dériver moins 15, là le moins a sur d pi r carré, x. Ça, effectivement, si je le dérive, ça redonne bien moins a sur d pi r carré. Plus une constante petit b, effectivement. Cette constante petit b, que je ne connais toujours pas non plus, je vois que si je la dérive, elle n'apparaît pas dans dc sur dx. Comment trouver les valeurs de petit a et petit b? On se sert des constantes, des conditions imposées aux frontières. On va supposer donc en x égale 0, donc lorsqu'on est complètement ici à gauche, hein, vraiment au niveau du récipient V1, je peux considérer donc que j'ai la même concentration. On vous dit que la concentration est uniforme dans tout le volume. Hein, correspondant. Donc, la concentration C1, en supposant qu'elle n'ait pas eu le temps de varier, puisqu'on est en régime quasi stationnaire,
eh bien, j'ai C1 en x égale 0 et j'ai évidemment en x égale L, j'aurai C2 de la même manière, puisque en x égale L, je suis au contact du volume, du récipient de volume V2. Donc, j'ai mentionné ça ici, j'ai dit en x égale 0, donc C égale C1. Or, qu'est-ce qui se passe si je remplace x par 0? Ce terme-là disparaît, il me reste simplement que la concentration est égale à petit b. Donc, ça me fera C1 égale petit b, b égale la concentration C1. De même, en x égale L, j'ai dit que la concentration devait valoir C2. Donc, si je remplace x par L, j'obtiens cette expression. Et donc, vu que je sais que C1 d'ailleurs vaut que petit b vaut C1, je peux tout de suite le remplacer ici, hein, ça me fera une inconnue de moins. Et mon but est ici d'isoler la constante petit a. Donc, ça fera du petit a égale C1 moins C2 fois d pierre carré sur L. Hein. Allez-y doucement pour l'obtenir, mais effectivement, on obtient bien cette expression. Ça y est, j'ai les expressions de petit a et petit b que je peux remplacer donc dans l'expression générale que j'avais ici. Et si vous remplacez petit a par C1 moins C2 sur L fois d pierre carré, vous allez voir que le d pierre carré s'en va. Il nous reste simplement C2 moins C1. Là, c'est du C2 moins C1. Ici, c'était du C1 moins C2, puisqu'il y a simplement un signe moins ici hein, qui est à prendre en compte, fois x plus C1. Je constate qu'effectivement, ma concentration petit c est une fonction affine de x. C2 étant plus petit que C1, d'ailleurs, hein, vous vous rappelez, dans le compartiment de droite, C2, la concentration est plus faible. J'ai un coefficient ici qui est négatif, donc un petit c qui est du style moins ax plus b, enfin, avec un coefficient directeur en tout cas qui est négatif, ce qui est cohérent puisque la concentration est plus importante à gauche qu'à droite, elle va diminuer, elle va être très importante ici et de plus en plus faible lorsqu'on se déplace vers la droite, d'où une fonction affine décroissante. D'où l'expression qui est donc celle-ci. Question numéro 5, on vous demande d'en déduire une expression du flux molaire en fonction de delta C qui serait C1 moins C2. Alors le flux molaire, qu'est-ce que c'est son expression? Eh bien, on reprend la loi de Fick, hein, tout simplement. L'expression de la loi de Fick, puisqu'il faut faire un lien entre le flux molaire et la concentration C. Le seul lien, c'est la loi de Fick. Le flux molaire, on avait trouvé que c'était moins dπr carré fois dc sur dx, donc je vais simplement dériver cette expression de petit c par rapport à x, puisque j'ai dit dc sur dx. La dérivée de cette expression, ça va être quoi? Ça va être simplement C2 moins C1 sur L. La constante C1 va disparaître. D'où le moins dπr carré C2 moins C1 sur L. Et ils appellent delta C égale C1 moins C2. Alors j'ai juste exprimé en fonction de C1 moins C2, j'ai passé le signe au moins dans la fraction. Ça fait dπr carré sur L fois C1 moins C2, c'est-à-dire dπr carré sur L fois delta grand C, delta concentration. Voilà l'expression qui était attendue à la question 5. Question 6, on vous demande de faire un bilan de quantité de matière sur le récipient numéro 1. Alors attention, on change de système. Hein. Le système qu'on étudie n'est plus donc le tuyau. C'est le système qu'on étudie, cette fois-ci, c'est le récipient 1. Alors, qu'est-ce qui se passe concernant le récipient 1? On veut trouver l'expression de dC1 sur dt en fonction du flux et de V1. Eh bien, que se passe-t-il le concernant? Si je fais un bilan de matière de la même façon, j'écris donc que la quantité de matière qu'il y a dans le récipient de gauche à un instant t plus dt, moins la quantité de matière de, du soluté dans le récipient de gauche à l'instant t, effectivement, elle a varié. On a dit qu'elle a varié très lentement, mais elle a varié quand même. Ben, le raisonnement est le même. Il y a des molécules qui peuvent éventuellement rentrer dans ce récipient, de récipient 1, il y a des molécules qui peuvent en sortir, il y a des molécules qui peuvent être créées, il y a des molécules qui peuvent être détruites. Alors, il n'y a pas de molécules créées, il n'y a pas de molécules détruites dans le récipient de gauche, il n'y a pas de réaction chimique, hein. Pas de réaction nucléaire, rien dans ce récipient, donc pas de création, pas de destruction, pas de processus interne. Il n'y a pas de molécules qui rentrent non plus dans ce récipient numéro 1. Par contre, il y a des molécules qui en sortent. Regardez le schéma, effectivement, dans ce récipient numéro 1, il y a des molécules qui en sortent, puisqu'elles s'en sortent à ce niveau-là, elles rentrent dans le tuyau pour aller dans le volume V2, dans le récipient V2. Donc, effectivement, je n'ai pas de molécules qui rentrent dans le volume V1, mais j'ai des molécules qui en sortent. Donc, c'est ce que j'ai mentionné ici. J'ai dit que des molécules en sortent au niveau, effectivement, de l'abscisse x qui vaut 0. Donc, c'est ce que j'ai appelé le flux sortant en x égale 0, le flux molaire hein, en x égale 0, mais regarde, peu importe, ce flux molaire, donc on avait dit qu'il serait constant de toute façon. On avait établi ça ici, le flux molaire, où c'est qu'on avait vu ça. Le flux de molécules est constant dans tout le tuyau, donc non, par exemple aussi en x égale 0. Donc si ce flux sortant, je l'ai appelé juste flux M, vous pouvez marquer flux en x égale 0, hein, mais c'est exactement la même chose, que le flux molaire est le même partout dans le tuyau, que de x égale 0 jusqu'à x égale L. Donc pour le terme de droite, effectivement, c'est moins le flux molaire fois dt. Ce qui est à gauche, attention, ça ne vaut pas 0, parce que dans ce récipient numéro 1, on n'est pas en régime stationnaire, puisque le nombre de molécules va varier. Je peux faire apparaître la concentration, la quantité de matière de molécules de soluté à l'instant t plus dt, c'est simplement la concentration de ce soluté à l'instant t plus dt fois le volume V1, moins
N1 à l'instant T, quel est le nombre de molécules la quantité de matière de soluté à l'instant T dans le récipient V1, c'est la concentration des molécules de soluté C1 à l'instant T fois V1. Donc j'ai bien distingué le C1 à l'instant T plus dt du C1 à l'instant T, puisque le C1 à l'instant T plus dt sera différent du C1 à l'instant T, il sera légèrement plus petit, ce C1 à l'instant T plus dt, puisque ça diminue tout doucement. Et donc, finalement, je constate que si je passe le dt à gauche, je fais apparaître quoi comme expression? Alors, j'ai factorisé le V1, vous voyez, qui est commun, et je fais apparaître C1 t plus dt moins C1 à l'instant t sur dt. Et vu que notre dt nous raisonne toujours sur des durées qui sont très courtes, ce dt tendant vers 0, et bien cette expression, c'est l'expression de la dérivée de la concentration. Donc, j'ai du d de C1 sur dt ici, fois V1 égale moins le flux molaire. Et nous, on voulait exprimer d de C1 sur dt, ça fait donc moins le flux molaire sur V1. Voilà pour l'expression numéro 1. De la même manière, on veut que vous fassiez un bilan de quantité de matière sur le récipient numéro 2 et montrer que la dérivée de la concentration C2 s'exprime en fonction de flux M et du flux molaire et de V2. Et bien, même principe, dans ce récipient, que se passe-t-il? Donc, la quantité de matière à l'instant T plus dt moins la quantité de matière à l'instant T va ne pas être nulle, elle va être positive, puisque à l'instant T plus dt, j'aurai un peu plus de quantité de matière de molécules de soluté dans ce récipient qu'à l'instant T, puisque les molécules vont de la gauche vers la droite. Donc, ça ne vaut pas 0. Et qu'est-ce qui se passe? Pas de création non plus, pas de disparition, puisqu'il n'y a pas de réaction chimique, pas de processus interne. À ce niveau-là, au niveau de grand L, j'ai des molécules qui sont dans le tuyau qui vont déverser des molécules dans le récipient numéro 2. Donc j'ai des molécules qui rentrent dans le volume V2, puisque le système qu'on utilise, cette fois-ci, c'est le volume V2. Le volume V2 reçoit, il y a des molécules qui rentrent par le côté gauche. Par contre, je n'ai pas de molécules qui en sortent de ce récipient. Je n'ai que des molécules qui rentrent par l'abscisse X égale grand L du tuyau. Donc c'est ce que j'ai mentionné dans votre correction. Ici, le bilan est, vous voyez, complètement le même. Le N2 à l'instant T plus dt moins le N2 à l'instant T, donc n'est pas nul. Je les ai exprimés chacun avec les concentrations. Le C2 à l'instant T plus dt fois V2, moins le C2 à l'instant T fois V2. Donc pas de création, pas de destruction, pas de molécules qui sortent. Par contre, des molécules qui rentrent à l'abscisse X égale L. Sauf que ce flux, alors attention, c'est un flux molaire, désolé ici, je vais rajouter encore le petit m, le flux molaire qui rentre en X égale L. De toute façon, il est le même qu'on vous disait sur l'intégralité du tuyau de l'abscisse X égale 0 jusqu'à l'abscisse X égale L, donc c'est du flux molaire, flux M, de façon générale, ce sera le même de toute façon. Pareil, le dt, je l'ai fait passer à gauche, j'ai fait apparaître la dérivée, puisqu'on va toujours sur des durées dt qui sont très courtes. Donc, j'ai la dérivée de la concentration C2 fois V2 égale flux molaire. Donc, ici, dC2 sur dt égale flux molaire sur V2. Donc là, j'avais un signe moins, et là, un signe plus, c'est normal. Le signe plus est lié au fait qu'ici, j'ai des molécules qui rentrent dans le volume V2. Par contre, le signe moins, ici, était lié au fait que des molécules en sortaient. Question suivante. Donc, ça y est, j'ai les expressions de d de C1 sur dt et de d de C2 sur dt, et on vous demande de montrer, en déduire que delta C vérifie l'équation différentielle d delta C sur dt, l'expression qui est mentionnée donc ici. Alors, il faut faire apparaître en déduire, donc ça veut dire qu'il faut se servir évidemment des relations qu'on a établies précédemment, celles qui concernent d de C1 sur dt et d de C2 sur dt. Pour faire apparaître donc ce d sur dt de delta C, je vais jouer sur ces deux dérivés, d de C1 sur dt et d de C2 sur dt, je vais faire l'une moins l'autre. Et c'est donc ce que j'ai fait ici, puisqu'on vous a fait établir les expressions de chacune. Je fais 1 moins 2, donc d de C1 sur dt moins d de C2 sur dt. Donc j'ai du moins flux molaire sur V1 pour celui-ci, moins le flux molaire sur V2 pour le d de C2 sur dt. Et donc ce qui est à gauche, je peux mettre tout ça dans une seule dérivée. D de C1 sur dt moins d de C2 sur dt, c'est dérivé de C1 moins C2 sur dt. Et c'est égal, donc je factorise ici le flux molaire, c'est du moins 1 sur V1 plus 1 sur V2 fois le flux molaire. Et donc, je fais apparaître bien du delta C ici. Et ici, donc, j'ai juste remplacé donc, le flux molaire ici par l'expression qu'on avait établie tout à l'heure à la question, c'était quelle question? C'était celle-ci, la question 5. Le flux molaire, c'est d pierre carré sur L delta C. Donc, je remplace ce flux molaire, comme je vous le disais, par d pierre carré sur L fois delta C. J'obtiens bien l'expression qui est demandée pour l'équation différentielle. Alors, question 9, on vous demande de montrer que dans cette équation différentielle, il y a l'expression d'un temps de relaxation ou faire apparaître un temps dans cette équation différentielle. Eh bien, cette expression, il suffit simplement de voir où est-ce qu'il y a du temps. Eh bien, j'ai ici donc quelque chose qui est en mol par litre au numérateur, ici en secondes. Ici, j'ai des mols par litre pour delta C, c'est-à-dire que tout ce qui est ici est en par seconde, pour que ce soit homogène. Si ça, ici, c'est en mol par litre par seconde, il faut que tout ce terme soit effectivement en mol par litre par seconde.
Or, delta C est déjà en mol par litre, c'est-à-dire que tout ce qui est devant est en par seconde. C'est un inverse de temps. C'est des secondes moins 1 pour l'unité. Donc, c'est-à-dire que le temps qui nous est demandé, le temps caractéristique donc correspondant au temps de relaxation qui était proposé, c'est l'inverse du terme qui est devant le delta C, puisque c'était des par seconde et moi je veux des secondes. Donc c'est 1 sur V1 plus 1 sur V2 fois d pi r carré sur L. Si on met un facteur commun ici V1, V2 pour les deux fractions, et bien qu'on reformule, ça vous donnera un T qui vaut V1, V2 L sur V2 plus 1 fois d pi r carré. Vérifiez toujours que ce soit homogène. Mais effectivement, les volumes en mètres cubes, L en mètres, D en mètres carrés par seconde, vérifiez, mais ça fait des mètres puissance 7 au numérateur. J'ai effectivement des mètres puissance 7 au dénominateur parce que j'ai du mètre cube, j'ai du mètre carré dans D et j'ai du mètre carré avec le R carré, donc j'ai du mètre puissance 7. Et il me reste des inverses de par seconde, donc des secondes. C'est bien cohérent. J'ai fait le calcul par rapport aux valeurs qui étaient annoncées. J'ai converti les centimètres en mètres. J'ai converti quoi d'autre? Je crois qu'il n'y avait que les centimètres en mètres à convertir. Hein. Voilà. Et les litres, je les ai convertis en mètres cubes, par contre, effectivement. Donc 1 litre, 10-3 mètres cubes. Et donc vous avez un temps caractéristique, donc ce qu'on appelle le temps de relaxation, qui vaut 3 × 8 secondes, qu'on peut comparer donc à taux. Taux qui, je vous rappelle, qui valait 3 × 10 × 6 secondes. Donc le temps de relaxation, le temps d'évolution, si vous voulez, des concentrations dans les volumes V1, V2, il est 100 fois plus grand, ça met 100 fois plus de temps à varier du côté gauche et du côté droit du tuyau que dans le tuyau. Dans le tuyau, ça va 100 fois plus vite pour varier par la diffusion. Donc on est bien au régime quasi-stationnaire. On peut vérifier qu'on est bien dans ces conditions en comparant ces deux temps. Enfin, question 10, c'est une résolution d'équation différentielle. Bon, bah, une équation différentielle de ce type, hein, finalement, c'est du d fois delta c sur dt plus delta c sur grand T, hein, cette équation différentielle. Est égal à 0, c'est du type donc une dérivée d'une fonction plus une fonction sur une constante est égale à 0. On sait résoudre ce genre d'équation différentielle, c'est du style une constante fois exponentielle moins t sur grand T, avec k, une constante qu'on peut trouver les conditions initiales. Qu'est-ce qu'on sait sur les conditions initiales? Bah, pas grand-chose, si ce n'est qu'à t égale 0, et bien delta c, qu'est-ce que c'était que delta c? Je vous rappelle que c'était C1 moins C2. Donc c'est la concentration dans le compartiment de gauche qui est noté C1 à l'instant 0. On n'a pas sa donnée, on va rester général, on va dire C1, 0, moins la concentration C2 dans le récipient numéro 2 à l'instant 0. Je lui note delta C 0, donc ça vaut K fois exponentielle 0, c'est-à-dire K. Donc le K, c'est delta C 0, tout simplement. Donc le delta C, c'est delta C 0 fois exponentielle moins T sur grand T.